Alors bonjour mes chers étudiants, aujourd'hui vous avez cours de phonistique. Je m'appelle Gamour Raja, je suis votre enseignante de phonistique. Alors qui dit faune dit monde animal. Alors l'introduction à la phonistique. Alors d'abord, que veut dire le mot phonistique? Ça signifie, c'est une branche de la biologie qui traite la classification et qui traite aussi du nom scientifique des organismes animaux. Alors le principe central de cette discipline est de regrouper les espèces qui partagent certaines similitudes anatomiques, embryonnaires ou développementales et qui proviennent d'une même lignée évolutive. Alors, taxinomie signifie science de la classification. Une unité de classification s'appelle espèce. Et bien sûr, les espèces sont regroupées en genre, ensuite en famille, ensuite en ordre, etc. On va voir ceci dans le détail juste après. Actuellement, on compte plus de 1,5 million d'espèces connues et en tout et pour tout, il y en aurait entre 10 et 40 millions. Alors, dès le XVIIe siècle, les chercheurs ont senti le besoin de classer les espèces et de les regrouper en fonction de certains critères. Bien sûr, il y a plusieurs critères, comme je viens de citer, les critères embryologiques, anatomiques, la ressemblance, etc. Alors, classer, ça veut dire distinguer, identifier et nommer, c'est-à-dire donner un nom. Alors, on ne peut pas appeler, par exemple, chat, avant, on appelait chat tout ce qui ressemblait à un chat. Mais actuellement, chaque forme qui ressemble au chat a un nom spécial. Donc, le tigre, le lama, le puma, qui ressemblent au chat, ont des noms spécifiques. Alors, classer veut dire établir des regroupements entre des objets sur la base d'un critère donné afin de donner des formes, de former des ensembles qui reflètent une cause sous-jacente. Alors, l'auteur de cette classification hiérarchique, c'est Linné. Alors, Linné, Carl von Linné, au XVIIe siècle, c'est un naturaliste suédois qui a établi le système de la classification qui est encore utilisé jusqu'à nos jours. Alors, Linné a regroupé les organismes en fonction de leur ressemblance anatomique, c'est-à-dire sur le plan morphologique. Actuellement, il y a la génétique qui peut départager lorsqu'il y a un problème, mais avant, il n'y avait pas de génétique. Aujourd'hui, on tente de regrouper dans les mêmes catégories les organismes qui ont une origine évolutive commune, ça veut dire sur la base de la descendance. Donc, il y a la base de la ressemblance, il y a aussi la base de la descendance. Alors, Carl von Linné, qui est chercheur, il était médecin, naturaliste suédois, il a travaillé aussi bien sur les végétaux que sur les animaux. Il a nommé et il a classé les animaux et les plantes en utilisant les ressemblances morphologiques et aussi les différences sans faire les liens évolutifs. Et ainsi, il a créé un ouvrage dans le système qu'il a appelé Systema Natura, où il a établi la nomenclature binomiale. Cette nomenclature binomiale dit qu'il faut donner un nom de genre et un nom d'espèce qui doivent être écrits en italique ou bien soulignés. Le nom du genre doit posséder ou doit commencer par une majuscule. Le nom d'espèce doit commencer par une minuscule. Et ainsi, il introduit la classification hiérarchique. Cette classification hiérarchique dit que le règne regroupe beaucoup d'embranchements. L'embranchement regroupe plusieurs classes. Classe, c'est l'ensemble de plusieurs ordres. Pardon, je suis allée trop vite. Les ordres regroupent plusieurs familles. Les familles regroupent plusieurs genres. Et les genres, plusieurs espèces. Alors, chaque catégorie s'appelle taxon. Et bien sûr, à l'intérieur de cette classification hiérarchique, donc, la base de cette classification, c'est l'espèce. Ensuite, vous avez le genre, la famille, l'ordre, la classe et l'embranchement, où vous pouvez trouver les sous-catégories, c'est-à-dire la superclasse, superfamille, sous-genre, sous-famille, sous-ordre, etc. Alors, chaque espèce est nommée en utilisant le nom de son genre et le nom de l'espèce, et c'est ce qu'on appelle la nomenclature binomiale qui est utilisée jusqu'à nos jours. Alors, je vous donne un exemple de l'espèce animale, le merle d'Amérique. Alors, c'est l'embranchement des cordées,
parce qu'il a une corde, c'est un oiseau, il a un bec, il a des plumes, c'est un passeriforme, c'est la famille des Turdidés, le genre Turdus et l'espèce est Turdus migratorius. Alors l'espèce à laquelle appartient l'organisme est nommé en combinant le nom du genre et le nom de l'espèce proprement dite. Alors un autre exemple de l'érable à sucre, c'est le règne végétal bien sûr, l'embranchement des trachéophytes, la classe des angiospermes, l'ordre des Therementales, la famille des acéracées, le genre Acer et l'espèce c'est Acer saccharum. Alors le règne animal, c'est un autre exemple, ça c'est l'exemple de l'homme, Homo sapiens, embranchement des chordés, la classe des mammifères, l'ordre des primates, la famille des hominidés et le genre Homo. Et bien sûr, c'est l'espèce, c'est Homo sapiens. Vous pouvez mettre ici sur le côté, vous pouvez mettre votre photo. Alors, la nomenclature binomiale dans le système de Linné, chaque espèce est désignée par le nom des deux derniers taxons, le genre et l'espèce. Et ça s'écrit en italique ou bien souligné. En italique, c'est dans les livres, mais nous, on doit souligner. Le genre s'écrit avec une majuscule et l'espèce avec minuscule. Alors, on a trois exemples. L'exemple du loup, Canis lupus. Alors, Canis, ça regroupe toutes les espèces qui ressemblent au loup. Par exemple, le chien, les différentes formes, tous les chiens, toutes les espèces de chiens. Donc, vous avez Canis canis, Canis lupus. Le renard aussi, il a le museau, ressemble au chien, donc c'est Canis autre chose, etc. Alors, Homo sapiens et Ursus americanus. Ursus, ça veut dire l'ours. Si l'espèce a été déjà mentionnée dans un article scientifique, au début vous trouvez le Canis lupus, mais après vous n'allez trouver que C.lupus ou bien H.sapiens, etc. Donc il faut abréger. Si on peut identifier le genre mais pas l'espèce précise, ou si on veut parler du genre d'une façon générale, on écrit le genre et à côté SP. Pourquoi? Parce que des fois on trouve des espèces sur le terrain et on est dans l'incapacité de la déterminer, et à ce moment-là, au lieu de mettre n'importe quelle espèce, on met SP. Ça veut dire que c'est une forme indéterminée. On connaît le genre, mais on ne connaît pas l'espèce. Après l'histoire du XVIIe siècle de Carl von Linné, il y a l'histoire de la classification qui va commencer, qui va changer, qui va connaître des modifications grâce à Charles Darwin, qui est aussi un naturaliste, qui va observer une grande diversité, qui va collectionner plusieurs spécimens et il va trouver que, selon lui, que la classification de Linné n'est pas cohérente parce qu'elle est fixe. Donc il y a deux notions. Il y a la notion d'évolution évolutive, il y a la notion du fixisme. Alors il y a plusieurs auteurs du fixisme comme Cuvier, Buffon, et il y a d'autres auteurs qui vont suivre l'hypothèse de Darwin, donc le darwinisme. Il a trouvé qu'il y a des fossiles qui proviennent d'espèces éteintes. Il a trouvé aussi des espèces qui sont très anciennes, qui continuent d'exister, et il va aussi faire des découvertes en trouvant des espèces qui ont changé, qui ont évolué, qui avaient une forme différente de ce qu'elles sont actuellement. Alors les espèces subissent ainsi une transformation, donc les espèces évoluent. Et là, l'évolution sera trop controversée et il y aura plusieurs doctrines. Donc il y aura le fixisme, le darwinisme, le neutralisme. On ne va pas rentrer dans le détail. Alors, en ce qui vous concerne, voici l'arbre généalogique que vous allez suivre. Voilà les espèces ou les groupes qu'on va étudier. Alors d'abord, il y a les protozoaires et les protophytes à la base. Ensuite, on a les eucaryotes. Alors ici, on a le monde animal. De l'autre côté, nous avons le monde végétal. Alors chez les végétaux, bien sûr, il y a des végétaux inférieurs et il y a des plantes supérieures. Pareil chez les animaux. On va commencer par les espèces qui sont très simples, comme les spongiaires, les cnidaires et les cténaires qui sont diploblastiques. Et ensuite, on va passer aux triploblastiques. Alors, chez les triploblastiques, il y a les acélomates, donc 3 feuillets. Acélomates, pas de célome. Pseudocélomates, un faux célome. Et les célomates, où il y a un creusement de célome dans le mésoderme.
Alors, dans les célomates, il y a deux bifurcations. On a les protostomiens éponuriens et on a les épinuriens deutérostomiens. Et là, il y a aussi les deutérostomiens épithélio-neuriens. Alors, on va voir plus tard, donc je vais juste les citer, je vais les passer rapidement. On va voir les platelminthes, on va voir les nématodes qui sont des pseudocélomates, on va voir les annélides et bien sûr les mollusques et les arthropodes qui contiennent les insectes, les crustacés et les chélicérates. Alors, de l'autre côté, il y a un groupe qui n'a pas beaucoup évolué, qui sont les épithélioneuriens et qu'on appelle les échinodermes, qui ont une symétrie d'ordre 5. On dit que la symétrie est pentaradiée et on va les voir plus tard dans le cours. Vous avez les épineuriens avec qui sont décordés parce qu'ils ont une corne. Épineuriens, ça veut dire que le système nerveux est dorsal, contrairement aux hyponeuriens où le système nerveux est ventral. Les protostomiens ont la bouche qui se forme en premier. Ici, les deutérostomiens ont la bouche qui se forme en second. Vous allez voir, on va voir aussi les poissons osseux et cartilagineux. On va voir les amphibiens, les oiseaux, les reptiles et les mammifères. Et bien sûr, l'homme se trouve tout à fait en haut de cet arbre et c'est lui le plus intelligent et qui a le cerveau, la céphalisation la plus complète, la plus complexe, etc. Alors, parmi les unicellulaires prokaryotes, on a les bactéries et les bactéries autotrophes, les cyanobactéries. Donc, il y a les monaires, les protistes qui sont des protozoaires. Il y a les mycètes qui sont des champignons, les végétaux et les animaux. Alors, surtout, on va s'intéresser, nous, aux animaux. Ça, c'est juste des exemples et des images. Alors, il y a les êtres autotrophes qui sont capables de synthétiser, de faire la photosynthèse et les hétérotrophes qui ne font pas de photosynthèse. Alors, parmi les végétaux qui ne font pas la photosynthèse et qui sont unicellulaires, ils seront tous classés par la suite parmi les protozoaires, c'est-à-dire les protistes. Alors, les unicellulaires eucaryotes, qu'on appelle les protistes ou protozoaires, on a par exemple ici les ciliés, on a aussi, alors les ciliés, vous avez ici Stylonychia avec les cils, donc ils ont les cils avec des cires aussi autour du cytostome, de la bouche. La même chose ici, ça c'est la paramécie, et juste à côté je crois il y a une vorticelle, et là c'est l'amibe. L'amibe qui possède des pseudopodes lobés, donc on appelle des lobopodes, et qui marchent qui se déplacent grâce à ces pseudopodes qui sont lobés. La paramécie, bien sûr, avance grâce aux cils, se déplace grâce aux cils. Alors les prototistes ciliés, vous en avez, voilà ici. Alors là c'est vorticella, regardez le mouvement du pédoncule, et là vous avez vorticella, ou la paramécie avec des vacuoles pulsatiles, des vacuoles digestives, etc. On va voir le détail dans les protozoaires, dans le prochain cours. Alors les euglénophytes ou l'euglène, alors Euglena, c'est une espèce qui est spéciale parce que c'est une espèce qui est végétale, c'est une espèce qui est unicellulaire, qui possède des chloroplastes, donc des organites végétaux, un noyau, possède un noyau. Il y a un flagelle, c'est une espèce qui est flagellée, qui se déplace grâce au flagelle. Et bien sûr, il y a ici un appareil qui va servir d'estomac. Et cette euglène a posé un grand problème parce qu'elle était, au début, elle était autotrophe et ensuite elle est redevenue hétérotrophe. Et grâce à ce petit détail, elle a été classée parmi les protozoaires parce qu'elle a perdu la capacité d'autotrophie. Donc, elle n'est plus classée parmi les végétaux et elle n'est pas la seule d'ailleurs. Il y a d'autres exemples qu'on va voir dans le cours des protozoaires. Alors, le problème de Glénat et le problème des protophytes qui sont des végétaux mais qui sont unicellulaires, qui ont perdu et qui sont redevenus hétérotrophes ont posé un problème. C'est-à-dire au niveau de la distinction entre les animaux et les végétaux, au niveau des protistes. Alors chez les pluricellulaires, la distinction entre les animaux et les végétaux,
elle est basée sur trois critères qui sont principaux. L'absence ou la présence de chlorophylle, l'absence ou la présence de la cellulose, les organes de locomotion. Alors chez les unicellulaires, cette distinction, elle est moins nette, on ne la voit pas. Et c'est pour ça que la distinction entre le RN, elle est incertaine. On ne peut pas trancher. On ne sait pas si l'individu, on va le compter, surtout pour les protophytes, est-ce que ce sera un protozoaire ou un protophyte.